Bonsoir à vous tous et merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info ce vendredi. Nous allons commencer tout de suite avec le décryptage de l'actualité. On va parler du Mali ce soir, évoquer la libération des otages. Un premier point pour la transition. Nous en parlons tout de suite avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Au Mali, Soumaïla Cissé, Sophie Petronet ainsi que deux Italiens, un prêtre Nicolas Ciaccio et un jeune Italien Pierluigi Maccari ont été libérés en échange d'autres djihadistes. Également, 216 au total ont également recouvré la liberté. D'abord, Mamadou Diouf, avant d'aller dans le fond de notre sujet, est-ce qu'on en sait un peu plus sur les négociations qui ont conduit à la libération de ces otages? Non, une chose est sûre, les otages ont été libérés. Dans quelles conditions? Qui a fait les négociations? Qui étaient les intermédiaires? Est-ce qu'on a payé une rançon? Toujours, ce n'est pas clair. Mais d'habitude, c'est comme ça que ça se passe parce que quand on veut libérer des otages, c'est la discrétion. On a vu pendant le week-end, 1 jour, 2 jours, 3 jours, tout le monde sentir, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler, qu'il y a quelque chose qui se prépare, il y a quelque chose qui va se passer, mais personne n'avait l'information claire. On a annoncé plusieurs fois les libérations, ce n'était pas véritablement la libération. Donc ça, c'est après, quand les otages vont se reposer. À partir des otages, il y aura un certain nombre d'informations et progressivement, comme d'habitude, on le dit, les langues vont se délier pour qu'on ait plus d'informations sur ce qui s'est exactement passé. Mais une chose est sûre, il y a eu échange. Oui, ça c'est clair. Il y a eu échange et d'ailleurs, c'est cette habitude d'échanger des otages qui a très tôt attiré l'attention des gens, puisque quand on a libéré une centaine de personnes et on connaît les personnes qui ont été libérées, et on s'est posé la question, il n'y a pas de grâce présidentielle. Ces gens n'ont pas terminé leur peine. Ils ne sont pas atteints de coronavirus pour qu'on les sorte de la prison pour aller les isoler quelque part. Comment, du jour au lendemain, on peut libérer plus d'une centaine de prisonniers, surtout des gens liés à des mouvements armés, dans le contexte d'un Mali qui cherche la paix et qui ne l'a pas encore retrouvée. Donc c'était ça là, qui a mis la puce à l'oreille. Tout le monde se disait, mais attendez, si on a libéré ces gens, d'habitude, ces libérations sont un peu la monnaie d'échange par rapport à des otages qui sont pris par ces groupes armés. C'est ce qui avait lancé le débat. C'est eux, c'est l'un, c'est l'autre. Finalement, c'était 4 même. Alors, la question qu'on se pose maintenant, c'est les négociations qui ont conduit à la libération de ces gens, notamment Soumaïla Cissé. Est-ce que ça a été engagé par le gouvernement de transition ou depuis IBK? Non, les négociations, c'est clair, ont été engagées depuis IBK. On ne libère pas des otages en 4 semaines ni en 1 mois. Ça aussi, il ne faut pas que les gens s'y perdent. C'est vrai, du point de vue timing, c'est eux qui prennent le chapeau plutôt, puisque c'est eux qui ont libéré les otages. Ils ont bien fait la communication, même en amenant les otages au palais présidentiel d'abord, avant que Soumaïla ne rentre chez lui et que Sophie ne parte à l'ambassade avant de prendre l'avion pour aller en France. Donc ça, il n'y a rien à faire. Du point de vue timing, ils ont gagné. Mais qui connaît comment on négocie la libération des otages, comment ce travail se fait sur une très longue durée. Et le plus dur dans ce travail, c'est la mise en confiance. Parce que les preneurs d'otages ne sont pas fous. Ils ont au moins regardé les films à la télé pour voir comment plusieurs fois des preneurs d'otages ont été roulés. Et ça fait que il faut pouvoir avoir cette personne de confiance qui soit l'intermédiaire, qui prenne contact avec ces gens, qui soit sûr que cette personne ne va pas leur dire où ils se trouvent. Et généralement, on ne libère jamais les otages là où on les détient. Donc c'est un processus extrêmement compliqué qui aboutit à la libération des otages. Les militaires ont peut-être accéléré le processus parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que vers la fin de son mandat, IBK avait dit clairement qu'il était prêt à prendre langue avec Amadou Koufa. Il était prêt à prendre langue également avec Iyad Agali. Et puisqu'on considère que c'est le GSIM qui détenait ces gens, y compris Soumaïla Cissé, bien que pour la question de Soumaïla, il n'y a pas encore une information officielle. On pense que c'est les gens d'Amadou Koufa qui l'ont pris, ce qui revient au même, parce qu'Amadou Koufa fait partie du GSIM avec Iyad Agali. Donc, il y a de fortes chances que ces contacts qui avaient été initiés, leur acceptation de la discussion, tous ces éléments ont facilité la tâche. Et peut-être quand les militaires sont venus, ils ont accéléré les démarches pour pouvoir le libérer parce que le M5 l'avait posé au moment de ses revendications.
après le coup d'État, les militaires ont dit que la libération de Soumaïla était une priorité. Ben, ça leur fait effectivement un point, puisqu'ils ont promis une chose et ils l'ont réalisé. N'oublions pas aussi que l'imam Diko disait tout le temps dans ses sermons, il sera bientôt libéré. Ibeka également avait dit la même chose. Si ces deux personnalités l'ont dit, au moment où ces personnalités le disaient, c'est que certainement, il y a déjà quelque chose qui se faisait. Est-ce que tout cela ne montre pas quand même qu'au-delà des apparences, il y a des contacts? Oui, c'est pourquoi je rappelle ce que l'imam Diko avait dit, ce que le président a dit, ce que l'ancien président également, Diokonda, avait dit. D'ailleurs, pas lui seul, il y a un autre ancien ministre également qui avait même pris contact avec les gens d'Amadou Koufa en particulier, et qui ont publié en disant on a effectivement pris contact avec ces gens. Il faut dire qu'au Mali, les populations de façon générale ne sont pas hostiles à cette rencontre avec les Maliens, parmi ceux qui sont dans les groupes armés. Moi, je me rappelle, lors de mon dernier séjour à Bamako, ça m'avait frappé. Le premier journal que j'avais acheté, mais c'est les maîtres coraniques, c'est tout un ensemble de personnes qui se prononçaient, et chacun disait la même chose. Pour ceux qui sont des Maliens, ils sont des Maliens comme nous, on n'a qu'à s'asseoir autour d'une table pour négocier et voir sur quoi on peut s'entendre. Donc pour les populations maliennes, ça nous pose véritablement un problème particulier, comme on voit un peu la pression internationale qui dit on ne négocie pas avec des terroristes, mais ça c'est ceux qui viennent de naître seulement qui y croient. Les Américains ont négocié en Afghanistan, les Français également ont négocié, tout le monde a négocié avec les terroristes. Il ne faut pas que nous, Africains, qu'on veuille nous faire croire que les gens ne négocient pas avec les terroristes, ils le font tout le temps, mais dans des conditions de discrétion absolue. Est-ce que cette libération d'otages va avoir un impact sur l'action des djihadistes sur le terrain? Ben, ça peut avoir un impact. Le problème, c'est lequel? Ceux qui sont sortis de prison, parce que le GSIM dit 206 personnes. Dans leur communiqué, ils sont clairs, ils ont dit qu'ils ont fait libérer 206 parmi leurs membres. Est-ce que ces gens, la prison, leur a donné le temps de réfléchir, parce que c'est ça le rôle de la prison, amener quelqu'un, on parle de maison de correction, amener quelqu'un à corriger ses défauts pour réintégrer la société dans le bon sens? Ou bien est-ce que c'est le contraire, comme on le voit avec certains petits délinquants qui ressortent grands délinquants? Est-ce qu'ils sont rentrés là-bas comme des terroristes et ils sont ressortis encore plus terroristes? C'est là où on va voir la conséquence. D'ailleurs, certains ne manquaient pas de poser le problème en disant, mais c'est curieux, c'est l'armée malienne qui libère, c'est l'armée malienne qui va les déposer à Tessalit par avion avec le matériel de l'État. Et demain, c'est la même armée qui va devoir combattre ces mêmes gens si ces gens reprennent les armes. On disait la même chose également avec la France, parce qu'il est clair que quelque part la France était d'accord dans ce qui s'est passé, alors que tout le monde sait que la France est au Mali pour combattre ces gens. Et on dit d'ailleurs même que certains parmi ceux qui ont été libérés ont été capturés par les forces françaises. D'autres, il est clair qu'ils ont participé à des attentats, aussi bien au Mali qu'à l'extérieur du Mali. Est-ce que ces gens se sont véritablement repentis pour rentrer chez eux tranquillement et devenir autre chose? Ou bien est-ce qu'arrivé, leur groupe leur dira, vous avez vu, vous n'avez rien à craindre, nous, on ne laisse jamais tomber nos gens. Quand il a fallu négocier, on a négocié pour vous faire sortir, mais en ce moment, malheureusement, ça renforcera ces groupes armés. Alors, beaucoup planchaient, par exemple, plus sur la libération de Soumaïla Cissé et de Sophie Petronet. Les deux Italiens qui ont été ajoutés, ça a surpris beaucoup de monde. Est-ce qu'il y a encore des gens de cet acabit, des Occidentaux, aux mains de ces personnes, ou bien c'est leurs dernières cartes qu'ils ont jouées? Non, ce n'est pas les dernières cartes. Il y a encore 8 otages occidentaux entre leurs mains. L'une a été vue, puisque quand Sophie faisait sa vidéo, il y a une qui était à côté, qui lui essuyait le visage, parce que c'est la vidéo qui avait fait peur à tout le monde, parce qu'elle paraissait malade, amaigrie, les gens craignaient pour sa vie. Il y a une Italienne qui est une franciscaine, qui lui essuyait son visage. Celle-là n'a pas été libérée. Il y a 7 autres otages occidentaux également qui sont encore entre les mains de ces groupes armés au niveau du Mali. Et ça, c'est ce qui est connu. Parce que les deux Italiens, certainement, l'Italie a toujours fait ses négociations en totale discrétion, parce que l'Italie ne peut pas manquer de savoir qu'on a capturé ses citoyens, mais certainement, ils ont agi totalement dans la discrétion, de sorte qu'effectivement, on attendait la libération de Soumaïla. On n'attendait même pas celle de Sophie. C'était éventuellement aussi celle de Sophie. Et finalement, il y a ces deux Italiens qui en ont profité. Mais comme la France fait partie de l'Union européenne et il y a cette solidarité qui est là, certainement, l'Italie a dû prendre contact avec la France pour leur dire, nous avons également 2 citoyens là-bas, mettez-les dans la négociation. Certains même au Mali disent que
c'est cela qui a retardé la libération. Si c'était le cas Soumaïla seulement, la libération allait intervenir beaucoup plus tôt. Alors, si on s'entend que c'est un bon point pour la transition, est-ce qu'elle va pouvoir surfer sur ça pour un moment? Ah non, ils ne pourront pas surfer parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que ils ont fait tomber le régime de Ibeka, c'est vrai, mais ils n'ont pas relevé le Mali. Le Mali est toujours par terre. Et l'euphorie qui a entouré la chute de Ibeka est partie. Tous les Maliens sont revenus à la réalité. Et la réalité, c'est des difficultés de tous les jours. Et ça crée très rapidement de la pression sur les militaires. Surtout que depuis quelque temps, les populations ont tendance à être méfiants par rapport à ces militaires à cause de l'attitude qu'ils ont pris en pratiquement pilotant tout ce qui s'est passé jusqu'à présent en solo. Mais ça veut dire qu'au contraire, les gens vont les regarder. La dernière déclaration du M5, ils disent que même s'il y a des gens dans le gouvernement qu'on peut dire qu'ils sont proches du M5, le M5 dit qu'il n'a officiellement aucun représentant dans le gouvernement de transition. C'est très clair. Ça montre toujours cette méfiance et ce refus de dire aux gens ne pensez pas qu'on nous a donné une part dans ce qui est en train de se faire. Donc ça ne suffira pas pour qu'ils croient que les populations vont être d'accord. Il y aura maintenant l'euphorie de la libération de Soumaïla Cissé, puisque tous les Maliens le réclamaient. Mais quand l'euphorie va passer, la transition va devoir faire face aux réalités auxquelles les Maliens sont confrontés. Alors, Soumaïla Cissé, disons un mot sur lui. On l'a vu. Est-ce que cette détention de plus de 6 mois, physiquement, ça l'a impacté, ça agit sur lui? Psychologiquement, on dirait non. Mais Soumaïla n'est pas n'importe qui. C'est un Malien également. Les Maliens ont cette capacité de résilience. Il y a également une certaine humanité chez eux qui font que, même en détention, s'il n'y a pas de la résistance de la part de Soumaïla, il peut être à l'aise comme on peut l'être en détention. Je dis bien comme on peut l'être en détention, parce que quand on n'est pas sa liberté, bon, est-ce qu'on peut être à l'aise? Mais il peut avoir une certaine façon de collaborer avec ses ravisseurs qui va faire que la détention, ça sera surtout l'aspect psychologique, l'incertitude, on sera libéré ou pas. On a vu des gens, au lieu de libérer, assassiner des otages, ça peut peser sur la personne. Et quand cette personne n'est pas très forte d'un point de vue psychologique, ça peut finir par toucher le physique, le mental de la personne. Et le Soumaïla qu'on a vu, il semblait plutôt en bonne forme. Il a parlé, il a souri. Bon, il ne semblait pas être particulièrement affecté par la chose, à part cet aspect psychologique qui ne peut pas manquer. Même la façon dont il est sorti avec son turban, il montrait carrément de quelle zone du Mali il venait, même par la façon dont il s'est habillé. C'est comme si il a su encaisser ce coup-là. On attend incessamment son retour en politique. Ah, mais bien sûr, ses partisans font déjà la queue chez lui, parce que quoi qu'on dise, aujourd'hui, il a été plusieurs fois aux élections présidentielles. À chaque fois, 3 fois de suite, il s'est retrouvé deuxième. Mais il est clair que pour les prochaines présidentielles, je ne sais pas si ça va être lui le challenger, parce qu'il sera le challenger de qui? Je ne crois pas que Ibeka sera là. C'est peut-être lui qui va chercher un adversaire, parce que sinon, il est clair que pour le moment, si on s'en tient au résultat des élections, c'est lui le favori pour la prochaine présidentielle après la transition. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous allons passer tout de suite à la pause et après, ce sera l'invité sport de ce vendredi.